Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre rendez-vous quotidien que vous connaissez, Qu'est-ce qui vous fait courir, que je consacre aujourd'hui au professeur David Kayat. Bonjour professeur. Bonjour. Vous venez de paraître un livre avec votre fille Cécile qui s'appelle La cuisine anti-cancer. De quoi s'agit-il ? Mais en fait, on sait que un cancer sur 5, 20% des cancers dans notre pays sont dus à l'alimentation, à une mauvaise alimentation. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'en changeant notre alimentation, on va réduire notre risque, bien évidemment, de 20%. Mais on peut quand même considérer que, à l'instar du tabac, à l'instar des hormones après la ménopause ou de l'excès d'exposition au soleil, on peut agir sur notre alimentation pour réduire notre risque de développer un cancer dans une situation, vous savez, en France, un homme sur deux a un cancer, une femme sur 3. Donc c'est vraiment un problème important. Alors en fait, avec Nathalie Hutter-Lardot, qui est nutritionniste, et puis ma fille, Cécile Kayat, qui est pâtissière et cuisinière, on a décidé de donner des conseils aux gens sur comment mieux manger, quels sont les meilleurs aliments pour justement agir sur ce levier qui est l'alimentation, pour essayer de réduire un petit peu notre risque, même si c'est que de 1, 2 ou 3%, mais en tout cas d'essayer de le réduire en mangeant mieux. Il n'y a pas de côté gadget derrière tout ça, c'est une vraie cuisine anti-cancer. Ah non, c'est une vraie cuisine anti-cancer, d'abord parce qu'il y a certains aliments qu'on connaissait pas ou qu'on connaissait plus, le choucal, le rooibos, des choses dont on sait qu'en réalité des aliments qui ont des vertus anti-cancer parce qu'elles sont antioxydantes. Enfin, si vous voulez, je vous expliquerai comment l'alimentation peut contribuer à nous protéger contre certains cancers. Mais en même temps, il y a 120 recettes, puisqu'il y a 60 aliments qui sont décrits pour leurs propriétés santé, et notamment anti-cancer. Et puis, pour chacun de ces aliments, il y a 2 recettes, et ce sont vraiment des recettes originales. C'est très peu des choses connues, revisitées. C'est vraiment une vraie recherche de comment mieux s'alimenter pour vivre mieux, pour éviter autant que possible les grandes maladies et notamment le cancer. Citez-en 2 ou 3 au hasard. Alors les aliments, il y en a plein, la grenade, le curcuma, le poivre, le choucal, enfin etc. Donc ça, il y en a 60. Et puis les recettes pour chacun de ces aliments. Donc par exemple, si vous changez votre vinaigrette, quand vous faites une salade de choucal, qui est un chou frisé, la vinaigrette, déjà qu'il y a des très grandes vertus anti-cancer, le choucal, parce qu'il enlève les produits toxiques qu'il y a dans notre alimentation. Quand on les avale, vous savez, ces produits donnent le cancer parce qu'ils sont dans notre intestin et tout. Eh bien, il y a une substance dans le chou et dans tous les choux en général qu'on appelle les sulforaphanes qui va détoxifier ces produits toxiques. Alors, la salade, par exemple, la vinaigrette, faites une vinaigrette chaude à base de jus de grenade au lieu de vinaigre, rajoutez des grains de grenade dessus, mettez du poivre largement et vous avez une salade qui est délicieuse parce que le chou a un peu fondu avec la vinaigrette chaude. Ou alors il y a une recette de ragoût, de sauté de blettes avec beaucoup d'épices, beaucoup d'épices, c'est très très bon, voilà, ou de l'épeautre au coq, vous savez, aux palourdes, voilà, il y a plein de recettes comme ça. Le poireau, il y a une tourte au poireau que j'ai goûté, bien sûr toutes ces recettes je les ai goûtées, et il y a des recettes vraiment, d'ailleurs beaucoup de chefs qui sont mes amis aiment beaucoup ces nouvelles recettes. Vous n'en êtes pas votre premier livre, vous en avez écrit d'autres. Oui, j'ai commencé à avoir écrit un certain nombre de livres, notamment celui qui a lancé tout ce processus de réflexion autour de l'alimentation et du cancer, qui est le vrai régime anti-cancer, qui est sorti en 2010, qui est mondial aujourd'hui, et à partir de là, on a continué de travailler sur cette idée qu'on devait, moi, vous savez, je suis celui qui a probablement le plus lutté en France dans la pratique contre le tabac, puisque quand j'étais responsable du plan cancer, j'étais conseiller de Jacques Chirac, nous avons augmenté le prix du paquet de cigarettes de 3 à 4, puis 4 à 5 euros en 18 mois, donc des augmentations massives et rapides, ce qui a été, pour la seule fois dans l'histoire du tabagisme en France, il y a eu 180 000 fumeurs en moins. Donc on a interdit la fumée dans les lieux publics, on a interdit la vente aux enfants de moins de 16 ans, etc. Donc voilà, j'ai lutté contre le tabagisme, responsable de 30% des cancers. J'ai mis en place le dépistage du cancer du sein en France, du cancer du côlon. Bon, après, dans ma pratique, je lutte contre le cancer malade par malade, dans ma consultation tous les jours depuis bientôt 40 ans, mais je sais qu'on doit pouvoir agir aussi sur d'autres choses, et notamment sur l'alimentation. Donc je travaille, je creuse ce sillon, j'essaye de lutter contre cette westernisation de l'alimentation, comme on dit en médecine, c'est-à-dire le fait, au lieu de suivre nos traditions historiques, ancestrales, vous savez, la France est partie de quelques tribus, c'est devenu une des plus grandes puissances intellectuelles, spirituelles, économiques mondiales. Ce peuple-là a bien
manger bien pendant des centaines d'années. On est en train d'oublier notre culture alimentaire pour aller vers la culture des États-Unis, ce qu'on appelle donc la westernisation de l'alimentation. Et cette westernisation qui consiste à des repas très pauvres en variété, c'est 50, 60 aliments toute l'année les mêmes. Et ça donne le cancer, parce qu'on mange trop salé, trop sucré, toujours les mêmes aliments, trop gras, on grignote, on prend plus de repas à table, et tout ça, c'est tout ce qui donne le cancer dans l'alimentation. Et donc moi, j'essaye de communiquer, de travailler sur, revenant à des principes simples, une alimentation moins grasse, moins calorique, en privilégiant un certain nombre de légumes ou d'aliments qui sont bons pour la santé. Travaillons en termes de recherche pour comprendre comment le fait de manger une banane ou une orange peut augmenter ou réduire notre risque d'avoir un cancer du sein ou de la prostate, c'est quand même pas évident. Mais tout ça a une vraie signification médicale, scientifique et sociale. Avec aujourd'hui le professeur David Kayat, qui est chef du service d'oncologie médicale de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, qui fait de vous l'un des plus grands spécialistes du cancer. J'ai le sentiment, à vous entendre et à vous écouter parler, que le cancer a fait un pas en arrière. Il a fait un pas en arrière et c'est heureux parce que je vous rappelle c'est quand même depuis une quinzaine d'années la première cause de mortalité et dans le monde et en France. Donc c'est bien qu'il ait fait un pas en arrière. Ce pas en arrière, il tient à un certain nombre de progrès qui sont apparus au cours, disons, des 10 dernières années. C'est récent, hein. Alors il y a des progrès qui touchent à l'organisation parce que, en fait, quand on organise mieux les soins, on guérit plus de malades déjà. Et puis d'autres qui sont liés à des progrès de la médecine de façon plus spécifique. Alors, c'est pas juste des mots. Il y a une très belle étude faite par l'Institut national de veille sanitaire, l'INVS, et l'Institut national du cancer, qui a été publiée, y compris dans les journaux, dans le Monde, en début février cette année, qui a regardé quelle était la survie à 5 ans pour tous les cancers, quel que soit le cancer, le sein, le côlon, la prostate, le poumon, etc., à 5 ans, et a comparé cette survie en France entre une étude faite entre 95 et 98 et une deuxième étude faite entre 2000 et 2015. Et ce que l'on constate, c'est que dans chaque cancer, on a fait une augmentation de 5 à 10% d'augmentation de survie à 5 ans. On est passé de 65% à 80% dans les cancers du côlon, pareil pour la prostate, le sein de 80 à 85%. On a amélioré le pronostic, le nombre de malades qui sont vivants, qui sont guéris probablement. Alors c'est dû à quoi? C'est pas un médicament qui est venu en 10 ans et qui a changé tout le pronostic de tous les cancers. Un médicament, ça marche dans 1 ou 2 cancers. Donc en fait, c'est l'organisation. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, il y a eu ce fameux plan cancer que j'ai eu l'honneur de diriger pour le président Chirac, dans lequel on a fait au moins 3 mesures extraordinaires. La première, c'est qu'on a mis en place les dépistages pour le cancer du sein, le cancer du côlon, donc on trouve des cas moins graves qu'avant. Deuxièmement, on s'était rendu compte qu'il y avait des hôpitaux privés ou publics qui traitaient 1 ou 2 cas par an de malades ayant tel ou tel cancer. C'est pas suffisant pour avoir l'expérience, pour avoir la compétence. Donc on a dit voilà, à partir de 2010, seuls les hôpitaux privés ou publics qui pourront démontrer qu'ils ont au moins un certain niveau d'expérience pour continuer de traiter les cancers. Ça aboutit quand même au fait qu'entre 2004 et 2010, presque un établissement sur 2, 47% des hôpitaux privés ou publics n'ont plus eu le droit en France de traiter les malades cancéreux. On a regroupé chez les gens qui savaient. Vous avez dû vous faire des ennemis là. Ah, quelques-uns là, oui, c'est bon, j'ai payé, mais c'est très important. Et puis la troisième grande mesure, c'est qu'avant ce plan cancer, n'importe quel médecin, un chirurgien, n'importe qui, pouvait traiter seul un malade atteint de cancer. Or, c'est trop compliqué de traiter un cancer. Il faut connaître la chimio, la chirurgie, les rayons, les hormones, tout ça. Donc on a dit dorénavant, chaque cas de cancer doit être discuté par 3 médecins au moins ensemble, ce qu'on appelle une réunion de concertation pluridisciplinaire, et dans ces 3 médecins, il doit y avoir au moins un cancérologue. Donc on a amélioré, grâce à ces 3 mesures, l'organisation des soins, la prise en charge et le taux de guérison. Ensuite, il y a eu des découvertes phénoménales. La radiothérapie, par exemple, qui est une arme très puissante dans le traitement du cancer, il y a un type qui a une idée géniale. Un jour, il a vu en Allemagne le bras robotisé qui fabrique les BMW. Vous savez, on a vu la pub chez Renault aussi, à la télévision, c'est un bras robot qui va chercher un boulon, qui le met là, qui prend un peu de peinture, qui peint, etc., les voitures. Et en fait, il s'est dit, si au bout de ce bras articulé, qui a plein de positions possibles, différentes dans l'espace, au lieu de mettre un tournevis ou une pince, je lui mets un appareil de radiothérapie, eh bien, je vais pouvoir irradier une tumeur, en passant par plein d'endroits différents, toutes les positions possibles dans l'espace. Et ça a permis de ne pas donner de rayons à des zones qui n'en avaient pas besoin, les zones qui étaient traversées par les rayons avant, et puis de délivrer des doses sur la tumeur, mais
que sur la tumeur de façon très très importante. Et donc ça détruit très précisément des tumeurs. On peut détruire comme ça 5-6 tumeurs dans le poumon, dans le foie. Et puis la dernière grande avancée, c'est l'immunothérapie. Alors l'immunothérapie, c'est quoi? C'est qu'on ne comprenait pas pourquoi le système immunitaire, vous savez, les globules blancs, les anticorps, nous défendent contre toutes les infections, les bactéries, les virus et tout. Pourquoi ça ne nous défend pas contre le cancer? C'est quand même une menace considérable. En fait, on a regardé et on s'est aperçu, pour faire très simple, c'est très imagé, que quand les globules blancs s'approchaient d'une cellule cancéreuse pour la tuer, en fait, la cellule cancéreuse lui crachait à la figure une espèce de somnifère. Et le globule blanc, pouf, il s'endormait à côté de la cellule cancéreuse, il la touchait pas. Alors on a trouvé que c'était quoi ce somnifère? On l'a appelé PDL1. Et on a trouvé pourquoi le globule blanc était particulièrement sensible à ce somnifère. C'est parce qu'en fait, il a un récepteur à la surface qui, quand ce somnifère vient s'accrocher sur le récepteur, eh bien, le globule blanc s'endort. Eh bien, on a fabriqué, il y a 4-5 ans, des médicaments qui bloquent et le somnifère et le récepteur au somnifère. Et donc les globules blancs, ils arrivent, la cellule cancéreuse leur crache le somnifère, le globule blanc il s'en fout, il continue d'avancer et il détruit la cellule cancéreuse. Alors cette immunothérapie, elle a changé, elle a bouleversé le pronostic d'un certain nombre de cancers. Je vous parle des 3 dernières années là. Si vous voulez, il y a 3 ans, un malade qui avait un mélanome malin, c'est-à-dire un grain de beauté cancéreux avec des métastases, sa survie moyenne était d'environ, disons, 6 mois. Il y a 2 ans, une première étude avec ces médicaments a montré que la survie moyenne passait donc de 4 à 6 mois à 36-40 mois. Donc c'est énorme, l'amélioration, c'est presque une multiplication par 10. Et ça, c'est vrai pour le mélanome, c'est vrai aujourd'hui dans des proportions peut-être un peu moindres, mais quand même très importantes pour le poumon, le côlon, l'estomac, l'œsophage, etc. Donc voilà, il y a des progrès d'organisation qui sauvent des gens. Il y a des progrès par des nouveaux traitements qui contribuent à sauver aussi des gens. Et la France, qui est à la pointe de tout ça, avec une organisation que tout le monde nous envie aujourd'hui parce qu'elle est extrêmement spécifique, elle ne laisse pas de place à l'amateurisme. Et puis en même temps, l'accès à tous ces médicaments nouveaux. Bon, je pense qu'il posera le problème un jour de comment financer cette innovation et ce progrès thérapeutique, puisque ces nouveaux médicaments coûtent très très cher, mais c'est une autre question. C'est le professeur David Kayat, cancérologue, qui me fait courir aujourd'hui. Alors je voudrais revenir au début de votre vie pour comprendre pourquoi vous êtes devenu cancérologue. Vous débarquez de Tunisie, vous avez 4 ans. Et à 8 ans, on diagnostique un rhumatisme articulaire aigu, qui est un traitement très lourd. Oui, à l'époque, cette maladie qui était vraiment remplissait les ex-sanatoriums, puisqu'à cette époque, il y a quand même beaucoup moins de tuberculose en France. Et donc, ces enfants qui ont cette maladie sont très à risque de devenir insuffisants cardiaques ou insuffisants rénaux. Et donc, je suis diagnostiqué dans l'enfance, juste avant la puberté, comme porteur d'une maladie gravissime avec une vraie incertitude sur ma survie pour plus tard. Alors ça pose un certain nombre de problèmes. D'une part, cette inquiétude dans cette famille judéo-tunisienne qui débarque, des immigrants qui comprennent pas trop comment fonctionne la société française. On est très pauvre, on vit à 8 dans un petit HLM. Bon, ça c'est le premier point. Sentiment de pas avoir les moyens de bien soigner, d'accès aux grands médecins, etc. Et puis, pour moi, à titre personnel, ce regard, l'idée que je suis malade, handicapé, que je peux pas faire du sport comme les autres, que je suis plus fragile. Et ça, c'est quelque chose qui me marquera toute ma vie et qui conditionnera ma façon de faire de la médecine, ce regard. Ah oui. Et puis 5 ans d'antibiotiques, de piqûres qui font très mal à l'époque, et puis de cortisone, etc. Et puis finalement, la situation de mes parents s'améliorant, financièrement notamment, quand j'ai 13 ans, ils m'emmènent voir un grand professeur de pédiatrie, et le type regarde tous les examens depuis 5 ans et dit « Mais votre fils n'a jamais eu de rhumatisme articulaire aigu ». Ah oui. Donc ça aussi, ça m'a marqué. D'une part, cette idée d'erreur médicale avec ses conséquences, sa responsabilité, et deuxièmement, cette notion d'expert, ce grand patron qui lui corrige. Qui lui apporte la vérité et avec elle le soulagement d'une famille traumatisée, etc. Parce que vous savez, chez les Juifs tunisiens, j'étais l'aîné des garçons, donc voilà, il y avait une angoisse spécifique particulière. Donc voilà, ça aussi, ça m'a beaucoup conditionné. Et c'est à 8 ans, quand mes parents étaient vraiment très inquiets, chaque fois que je faisais une poussée d'inflammation, de fièvre, il y avait le médecin généraliste, je me rappellerai toujours, il s'appelait Gandelon, à Nice, où nous vivions, dans ce quartier très très populaire, qui venait m'examiner, et les parents l'attendaient comme le Messie, et puis quand il était là, il s'asseyait au bord du lit, il me palpait le ventre, il écoutait avec son stéthoscope, et les parents étaient dans l'embrasure de la porte en train d'attendre le verdict. Et puis ça me passionnait parce que d'une part, je voulais savoir qu'est-ce qu'il entendait, qu'est-ce qu'il sentait. Bon sang, c'était quand même un mystère. Et puis deuxièmement, au bout d'un moment,
Ils se tournaient vers mes parents et leur faisaient un sourire qui voulait dire que c'est pas grave, et ils rassuraient les gens que j'aimais. Je me suis dit, voilà, c'est le plus beau métier au monde. Ça a été le début de votre vocation ? Complètement. Vraiment, vers 9 ans, j'ai dit à mes parents, je serai médecin. À 13 ans, j'ai croisé ma femme dans une soirée. J'ai dit que plus tard, je l'épouserais. Je l'ai épousée, effectivement. Et puis, à 19 ans, j'étais étudiant en médecine, ou 18 ans, et mon meilleur ami se marie avec une étudiante en médecine. On est tous jeunes, on est juste après le bac. Et puis, je suis le témoin du mariage, et puis ils partent en voyage de noces, et en retournant, à leur retour, elle a une hémorragie génitale, et on découvre qu'elle a un cancer généralisé. On est en 73, 74, donc à une époque où il n'y a pas de guérison dans le cancer quand c'est généralisé, où il n'y a pas de médicaments faciles à donner. Et puis elle va quitter Nice pour retourner chez ses parents à Paris et se faire soigner par un jeune chef de clinique dans le service du professeur Jean Bernard, qui était le temple de la leucémie à l'hôpital Saint-Louis à l'époque. Et ce jeune chef de clinique, qui s'appelait Claude Jacquia, va la soigner, il va lui enlever la rate, le foie, la rate, l'estomac, une partie du côlon, les ovaires, l'utérus, enfin c'est une chirurgie délabrante. Ensuite il va l'irradier, le cerveau, la moelle, les vertèbres. Ensuite il va lui faire de la chimio pendant 2 ans terrible, elle avait plus de cheveux, c'était des chimios des années 70, vous n'imaginez plus ce que c'était en termes de nausées, de vomissements, d'affaiblissement. Et donc moi je pensais qu'elle allait mourir, j'étais jeune étudiant, j'avançais dans mes études, et puis finalement un jour il a tout arrêté, elle était guérie. Elle est toujours vivante et c'est devenu une amie. Et j'ai compris que quelque chose était en train de changer dans le cancer, et je voulais en être. Vous vous êtes dit, je serai cancérologue. Exact. Et vous l'avez fait. Exact. Et je ne le regrette pas. Ça a été 40 années, parce que je suis arrivé à la Pitié-Salpêtrière comme interne 1er septembre 1980. J'étais externe en cancérologie les 4 ans qui ont précédé, donc depuis 1976. Donc on est à 40 ans. Ça fait 40 ans que je lutte contre le cancer, que je lutte contre la mort, que j'apprends chaque jour. Parce que, vous savez, quand j'ai commencé, il n'y avait même pas de cancérologie. Hein. La spécialité n'existait pas. C'est vrai. Mais bien sûr, on oublie ça. Mais la spécialité, je l'ai créée avec quelques collègues en 89. Mais donc, entre 76 et 89, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de cancérologue, il n'y avait pas d'oncologue. Et puis, il n'y avait pas l'échographie, il n'y avait pas le scanner, il n'y avait pas l'IRM, il n'y avait pas le PET scan. Donc, il fallait juste avec des mains, en touchant, en écoutant, en discutant avec les malades, comprendre les choses. Et puis, on ne savait pas tout ce qui fait aujourd'hui la médecine de précision, c'est-à-dire le fait d'aller regarder les chromosomes d'un cancer et de dire à l'avance comment ce cancer va se comporter, s'il va donner des métastases ou pas, s'il va être sensible à tel ou tel médicament. Mais on ne savait rien. Il n'y avait même pas de service de cancéro. Quand je suis arrivé comme interne chez ce jeune chef de clinique qui s'appelait Claude Jacquia, qui avait soigné mon ami en 74, quand je suis nommé plus tard en 80 interne des hôpitaux de Paris, j'arrive à Paris et là, entre-temps, il était devenu chef de service 8 jours avant que je débarque. Et donc je deviens son premier interne, il devient mon premier maître. Et nous travaillons ensemble. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand j'arrive dans son service, il n'y a pas de service. Parce qu'il n'y a pas de service de cancéro en France à cette époque-là. Donc en fait, les malades qui avaient des cancers du sein ou de l'ovaire, ils étaient en maternité. Les malades qui avaient des cancers du poumon, ils étaient en pneumo. Les malades qui avaient des cancers du côlon, ils étaient en gastro. Et il faut bien comprendre que ces malades qui à l'époque souffraient terriblement, on oublie, avant que Kouchner vienne et enlève le carnet à souche, les malades avaient très peu d'accès à la morphine et aux grands antalgiques. Donc les malades qui avaient des cancers, d'abord c'est des diagnostics très tardifs, encore une fois pas de scanner, pas d'écho, pas rien, et ensuite ils souffraient le martyre. Donc quand vous étiez dans une maternité où toutes les femmes accouchaient allaient bien, et que vous aviez au bout du couloir une femme qui avait un cancer de l'ovaire, le ventre gonflé de ce qu'on appelle l'acide, l'eau cancéreuse qu'il y a dans le ventre et qui souffre et qui hurle, c'est humain, les infirmières, le personnel, fermez plutôt cette porte-là. Le professeur David Kayat me fait courir aujourd'hui. Si j'ai bien compris, à vos débuts, vous ne saviez rien, en fait. Mais absolument rien. On ne savait pas qu'est-ce que c'était un cancer. On était sur une espèce de mythologie du cancer, mais pas une science du cancer. On ne savait pas comment traiter le cancer, on traitait tous les cancers, que ce soit un cancer du sein, du poumon ou du côlon, avec les mêmes médicaments. On avait 5-6 médicaments, rien. Et des médicaments, je vous dis même pas. Vous savez que le médicament que nous utilisions le plus à ces années-là, c'était en fait le gaz moutarde, celui de la guerre qui a décimé les poilus en 18 à Ypres, en Belgique. Mais simplement, on a découvert en fin 42, quand les Américains, si vous voulez
connaître l'histoire, mais les Américains ont su que les Allemands allaient réutiliser les gaz de combat parce qu'ils commençaient à perdre la guerre. Et donc les Américains, cette fois-ci, ont envoyé des bateaux containers bourrés de gaz moutarde dans les soutes et ils les ont parqués dans le sud de l'Italie, à Brindisi, qui venait d'être libéré, pour pouvoir contre-attaquer. Et à ce moment-là, la Luftwaffe, l'aviation allemande, bombarde l'armada américaine à Brindisi, les bateaux coulent, les marins sont aspergés de gaz moutarde, et il y a un jeune médecin américain qui s'appelle Alexander, qui va constater que ces malades-là, ces matelots, vont mourir. De quoi? Il n'y a plus de globules blancs dans leur sang, c'est fini. Les ganglions, quand il fait les autopsies, il n'y en a plus non plus. Alors il va noter ça, puis quand il va être démobilisé en 47, il va se dire, inspiration géniale, que puisque le gaz moutarde, le gaz de combat, permet de détruire les globules blancs dans le sang d'un jeune homme, matelot, eh bien peut-être qu'il y a une maladie qui s'appelle la leucémie aiguë, où les jeunes enfants meurent parce qu'il y a trop de globules blancs dans leur sang, et peut-être que ce gaz moutarde pourrait les aider. Et il va injecter du gaz moutarde pour la première fois à un être humain et il va le mettre en rémission. C'est le premier médicament de chimiothérapie. Et ce médicament est toujours en vente aujourd'hui. Il permet de guérir la maladie de Hodgkin, qui est un cancer des ganglions qui survient chez l'adolescent généralement. Donc voilà les médicaments que nous avions. Des produits dont normalement par ailleurs, ils devaient tuer les gens. Alors on ne savait pas ce que c'était un cancer, on n'avait pas de médicaments, les rayons ça brûlait mais comme Hiroshima, les chirurgiens ils enlevaient les seins, ils enlevaient le larynx, ils enlevaient le côlon avec des poches, je veux dire, tout le monde, le malade n'existait pas, donc on traitait la maladie, pas le malade n'avait rien à dire, il n'y avait pas de morphine, il n'y avait pas tout ça, et puis petit à petit, les pages de ces livres de cancérologie ont commencé à être remplis par des informations, par des résultats de recherche, des expériences, etc. On a créé toute une science qui est devenue la science de la cancérologie. On est passé d'une mythologie à une science et je dois dire que quand je vois le chemin parcouru, quand aujourd'hui on connaît le mécanisme intime qui fait qu'une cellule normale devient un jour cancéreuse chez tel ou tel individu, quand on sait comment comment on va pouvoir guérir tel ou tel cancer, le cancer du testicule, on est à 100% de guérison. Certains cancers, on est à 90-95% de guérison. Même les plus grands, prenez le cancer du sein, une femme bien traitée aujourd'hui en 2016, en France, elle a en moyenne plus de 85% de chances de guérir. Le cancer du côlon, 75%, les cancers de la prostate, 77%. Donc ça veut dire que il y a une majorité de gens qui guérissent aujourd'hui. Même le cancer du poumon, on est à 30%, 35% de taux de guérison. Moi, quand j'ai commencé dans les époques dont je vous parle, on n'était pas à 2% dans le cancer du poumon. Et on n'était pas à 50% dans le cancer du sein. Votre chef de service est mort d'un cancer des reins? Le Conseil de l'ordre, la déontologie fait que j'ai pas le droit de dire de quoi il est mort, mais il est mort, effectivement. Ça a été dur, non? Ça a été très dur parce que, voilà, toute ma vie, si vous voulez, en tout cas toute cette partie de ma vie, ça a été une confrontation très personnelle avec le cancer et avec la mort. Et je pense que j'étais trop jeune, j'étais pas préparé à voir mon propre patron un jour m'annoncer qu'il avait une maladie grave de cette nature-là, même sans en prononcer le nom, et qu'il m'a demandé de le soigner. Et voilà, donc c'est-à-dire c'est comme une agression presque personnelle, le cancer, cette maladie. Et j'ai fait de ce combat contre le cancer un combat personnel pendant ces 40 années. Comment avez-vous affronté la mort? Vous savez, c'est un vrai questionnement pour moi, la mort. J'ai vu tellement de gens mourir, vous pouvez même pas imaginer. Le nombre de gens que j'ai vu mourir, dont je connaissais le nom, dont je connaissais le regard, dont j'avais suivi le dossier ou le patient lui-même, etc., qui un jour sont morts pendant mon vivant à moi. Je pense que ça dépasse les 3-4 000 personnes. Donc ça me pose un vrai problème. C'est-à-dire que cette notion qui a fait fonctionner tous ces plus grands esprits de la philosophie depuis l'Antiquité, qui est la finitude de la vie. Comment on peut vivre et rire et manger et sortir et embrasser et rêver, etc., en sachant qu'on va mourir. Comment faire des enfants, sachant qu'ils vont mourir eux aussi. Comment dire je t'aime à une femme en sachant qu'elle va mourir. Comment vous pensez à tous ces cadavres qu'ils deviendront alors même que la vie semble comme ça éternelle. Elle ne l'est pas. Et la confrontation dans le quotidien à la mort fait que cette idée de finitude de la vie, elle s'est imposée à moi. C'est-à-dire que je n'ai plus d'espace qui me permette de penser, ne serait-ce que quelques instants, que finalement, cette femme que j'aime ne mourra pas, ou ces enfants que j'ai faits ne mourront pas. Et donc après, il faut vivre avec ça. Et pour vivre avec ça, il faut d'abord sacrément aimer la vie. Et je crois que c'est consubstantiel. Je suis un cancérologue parce que j'aime la vie. Et ensuite, il faut aimer la vie, les gens, et puis
Et puis accepter. Et voilà. Après, il faut rechercher un peu de spiritualité là où on peut. Voilà. Chacun, après, c'est une question très personnelle. Le professeur David Kayat me fait courir à l'occasion de l'apparition de ce livre, La cuisine anti-cancer, avec sa fille. Pourquoi avez-vous autant écrit dans votre vie, professeur ? J'ai écrit pas mal de choses, effectivement, des livres de vulgarisation sur le cancer en général, la science, l'alimentation autour du cancer, parce que je crois que c'est un de mes devoirs d'aider les gens à comprendre, parce que quelqu'un qui est préparé, quelqu'un qui a compris, se bat mieux, fait plus de prévention, va faire du dépistage, et donc je pense que ça contribue, bien sûr, à une très modeste échelle, mais ça contribue à améliorer le pronostic du cancer en France et dans le monde où mes livres sont publiés. Ensuite, j'ai écrit aussi des romans. J'ai fait une pièce de théâtre, deux scénarios de films, mais à chaque fois, ça ne traitait que du cancer, parce que je ne prends pas le risque de parler de choses que je ne connais pas, mais j'ai voulu, par exemple, il y a une pièce de théâtre avec Berléand qui s'appelait L'Arbre de joie. L'idée, c'était cette histoire d'amour entre une femme qui va mourir de son cancer, il lui reste 3 mois à vivre, et son cancérologue. L'idée, c'était de dire, bon, mais même avec un cancer, une femme, le cancer ne peut pas résumer quelqu'un. Une femme avec un cancer reste une femme, et pas une cancéreuse. Et pareil sans doute pour la blouse blanche, bien que je pense qu'il faut respecter les lignes jaunes, mais voilà, c'était ça. Où j'ai fait un livre qui s'appelait Le coffre aux âmes. L'idée, c'était de dire, mais à un moment donné, ce jeune cancérologue s'assoit au bord du lit d'un malade et ne peut rien lui faire d'autre que lui tenir la main. Il n'y a plus de soins. Et est-ce que c'est encore de la médecine, ça, ce regard, cette poignée de main, cette expression d'empathie? Ou est-ce que la médecine disparaît dès lors qu'il n'y a plus d'acte médical vrai? Et donc, c'est cette confrontation entre un jeune cancérologue et un cancérologue plus ancien qui ne sont pas d'accord sur ce point, et ça va avoir des conséquences sur la pratique médicale. Voilà. Enfin, j'écris des choses où j'ai fait tout ça pour essayer d'expliquer le cancer, d'expliquer les concepts derrière les cancers, l'éthique derrière le cancer, la science derrière le cancer, et en fait tout ça pour raconter le cancer. En quoi votre judaïté a-t-elle joué, votre religion ? Je pense qu'elle a joué un rôle énorme, et c'est très marrant parce qu'il n'y a même pas 48 heures, le grand rabbin de France me disait comment ça se fait qu'il y a autant de cancérologues juifs ou de juifs chez les cancérologues. Et je pense quand même que c'est une science très talmudique, dans le sens où, vous savez, le Talmud ne fait que poser des questions et n'apporte jamais aucune réponse définitive. La réponse n'existe pas. Vous êtes croyant ? Je suis très peu pratiquant, mais croyant, mais par tradition, par respect pour mes parents, plus que par religion pure. Mais, vous savez, ce qu'il y a de bien avec le judaïsme, c'est quand vous oubliez que vous êtes juif, les autres, ils vous le rappellent assez souvent quand même. Donc, c'est difficile à oublier. J'ai cette culture qui est d'être français, profondément, d'être juif, très sincèrement, et d'être en plus né dans un pays du Maghreb. Et voilà, j'ai cette triple culture, et je pense que je la respecte dans ces 3 aspects. En quoi la spiritualité qui émane de vous a-t-elle aidé ? Elle m'a, au-delà, je n'aurais pas pu vivre sans cette spiritualité et cette confrontation à la mort. Trouver du sens à mon métier, quand ce métier m'amène à autant d'échecs, ou à l'époque m'amenait à autant d'échecs, pourquoi n'ai-je pas renoncé ? Je veux dire, j'aurais été, je sais pas moi, tapissier, j'aurais raté mes tapisseries, j'aurais changé de métier. Moi, j'ai fait cancéro, et la plupart des malades mouraient. Donc, ce qui m'a permis de continuer le combat, de continuer d'être engagé, de continuer d'y croire, je pense que c'est cette spiritualité qui, en permanence, qui pose des questions sur le libre choix, donc la liberté, le libre choix, donc la responsabilité. Tout ça, c'est des questionnements qui m'habitent en permanence. Je fréquente beaucoup les philosophes, je lis beaucoup de philosophie, mais cette spiritualité, elle apporte une respiration dans ma vie. Ma vie au quotidien, franchement, et je suis assez content d'arriver au bout de ma carrière, j'espère pas de ma vie, mais de ma carrière, c'est que quand même, être confronté à la douleur, à la souffrance, à l'inquiétude, au doute de tous ces malades qui vous considèrent comme le rempart contre la mort, le dernier rempart contre la mort, bien souvent, qui croient en vous, alors que vous êtes simplement le cancer, vous n'êtes pas un meilleur cancérologue, vous êtes juste le cancérologue qui explique le cancer à la télé. Ça fait pas de vous un meilleur cancérologue. Moi, j'ai les mêmes médicaments que tous mes collègues, que personne ne connaît. Et donc, vivre avec cette contradiction entre l'espérance, l'attente de tous ces gens, la possibilité de ce que je peux faire pour eux, mais la sincérité de mon combat, tout ça, je pense que je n'y serais pas arrivé, ou je n'y arriverais plus si je n'avais pas cette spiritualité qui me soutenait. Vous avez dû souffrir beaucoup. Ah oui, bien sûr. Vous savez, chaque départ, c'est quelque chose. Hein. Oui, quand on crée une relation personnelle avec quelqu'un,
Mais vous ne pouvez pas soigner une maladie aussi grave avec des traitements qui, en tout cas jusqu'à présent, étaient si lourds de conséquences pour les malades, perte des cheveux, chirurgie qui ampute, etc., des rayons, tout ça, si vous ne créez pas de l'intimité avec ce malade, si vous ne créez pas une relation de confiance. Et donc, quand la mort vient briser cette relation, c'est très difficile. Ce qui est encore plus difficile, c'est voir le malade d'après. C'est-à-dire se dire, bon, bah allez, je recommence. On sent que vous en souffrez encore. Oui. Ça fait partie de votre parcours. Ben je vais retourner dans quelques instants à ma consultation et il faudra voir des malades dont je vais savoir dès le premier instant qu'ils partiront probablement avant moi. Et donc il faut quand même se battre, il faut quand même leur donner de l'espoir. L'idée, quand vous parlez aux gens, l'idée de l'espoir, c'est quoi? Pour tout le monde, c'est l'idée de guérir. En réalité, ce métier m'a amené petit à petit à comprendre qu'il n'y avait pas un espoir, mais des espoirs de nature différente. Bien sûr que le premier espoir, c'est la guérison. Mais à un moment donné, quand le malade rechute, son espoir, c'est de vivre. Encore. Puis après, il faut lui faire accepter l'idée que c'est survivre, encore un peu. Et puis après, il faut lui faire accepter l'idée que c'est certes mourir, mais dans la dignité, dans le respect, sans douleur. Et puis souvent, ils veulent attendre l'arrivée de leur fils qui est aux États-Unis, ou du mariage, ou du baptême du petit, etc. Donc, mais la mort devient acceptable à un moment donné, et vous devez la rendre acceptable à ces malades. Donc c'est quand même très difficile, parce qu'est-ce qu'elle est acceptable pour vous-même ? Pas évident. Avec encore pour quelques minutes précieuses, le professeur David Kayat, pour ce livre, La cuisine anti-cancer. Qui a eu l'idée de l'écrire, ce livre ? Modestement, c'est moi. Il venait en suivi du vrai régime anti-cancer, puis du livre qui s'appelait Prévenir le cancer, ça dépend aussi de vous, où je donnais des conseils dans la vie quotidienne sur qu'est-ce qui peut éviter, réduire le risque de cancer, de tel ou tel cancer, pour telle ou telle population. Ça marche pas. Tout ne marche pas de la même manière pour tout le monde. Par exemple, prenez les laitages, c'est très bon pour les femmes, ça réduit beaucoup leur risque de cancer du côlon, mais c'est très mauvais pour les hommes, ça augmente leur risque de cancer de prostate. Si vous prenez la vitamine A ou ses dérivés, les carottes, les abricots, etc., c'est très bon chez les gens qui n'ont jamais fumé, c'est très mauvais chez les fumeurs. Bon, donc j'ai donné tous ces conseils sur différents livres, et puis un jour j'ai dit, dans la pratique, est-ce qu'on ne peut pas cuisiner mieux pour améliorer son alimentation ? Alors, j'ai toujours ma complice depuis plusieurs livres, qui est Nathalie Hutter-Lardot, qui est une extraordinaire nutritionniste. Et puis, j'ai été chercher ma fille, parce qu'elle est pâtissière, elle a tenu un restaurant pendant un certain temps, donc elle cuisine bien. Je lui ai appris ça, parce que moi j'adore la cuisine et je cuisine beaucoup. Et voilà, je leur ai demandé, on s'est mis autour de la table, et on a choisi 60 aliments qui sont bons pour la santé. Pour chaque aliment, on a décrit ses propriétés santé, anti-cancer, etc., comment ça marche. Et puis ensuite, pour chaque aliment, elle a fait, ma fille, 2 recettes assez extraordinaires. Donc il y a 120 recettes, c'est pas rien. C'est des recettes qui suivent les saisons, qui jouent dans la diversité, qui jouent dans moins de viande, plus de légumes, plus de légumineuses, moins gras, moins salé, moins sucré, et pas de grignotage. Voilà. Et donc on a fait ce livre, et je dois dire que avec Nathalie Hutter-Lardot et Cécile, ma fille, on a été surpris de l'intérêt que les gens ont porté à cette cuisine. En fait, c'est juste une cuisine très simple, et pas chère et pas compliquée à faire, mais c'est une cuisine santé. Professeur, vous faites un métier extrêmement difficile. Vous connaissez l'échec. Comment vivez-vous ça ? Avec l'espoir qu'un jour, je n'aurai plus cet échec. Bien sûr, je vis l'échec au quotidien. J'ai des malades qui meurent pratiquement tous les jours. Vous savez, quand j'arrive le matin, écrire des mots à la famille pour dire que je regrette, qu'on n'ait pas pu faire plus et tout, c'est très douloureux. Vivre l'échec, c'est pour l'artisan de la santé que je suis, c'est l'échec de ce que je devais faire. Maintenant, la question qui suit, c'est la responsabilité dans l'échec. Quand on s'est trompé, là, il y a un vrai échec personnel, et puis quand, par contre, la science ne nous donne pas les outils pour guérir. Et ça, c'est quand même, dans l'immense majorité des cas, ce qui se passe. Donc, j'assiste à la mort, j'en suis le témoin, j'en suis l'accompagnateur, j'en supporte en partie la douleur, et notamment avec les survivants, la famille. C'est pas
Je suis pas le cancer, je suis le cancérologue. Après, il faut la plus difficile, c'est de recommencer le malade suivant. C'est de se dire ça, cette fois-ci, je vais y arriver, quoi. Cette fois-ci, les choses ont changé, il y a tel nouveau médicament. Trouver des raisons d'y croire, sans être exalté, en restant sain dans sa tête. Il faut non plus ne pas mentir au malade. Là, il y a un devoir de vérité. Mais ce devoir de vérité, qui est en fait un devoir d'information. Il ne s'agit pas forcément de dire tout de suite, brutalement. Ça, c'est la méthode anglo-saxonne. Moi, je suis prof aux États-Unis, c'est comme ça que ça marche là-bas. Mais c'est pas notre façon de faire en France, dans notre pratique médicale. Mais il faut donner autant de vérité qu'un malade veut en avoir, et en partageant cette vérité, on partage l'information, en partageant l'information, on partage le pouvoir, et on partage la responsabilité. Vous arrivez à avoir un échange affectif encore avec vos patients ? Beaucoup, plus. Je pense que plus je vieillis, plus j'y arrive. C'est vrai. Oui, bien sûr, parce qu'il y a l'expérience de la vie. Je veux dire, est-ce que je suis sans doute moins le fou exalté qui croyait que tout allait être guéri en 3 ans ou en 5 ans quand j'avais 20 ans. Donc il y a ce recul, Et puis, je pense qu'il y a un moment très particulier dans la carrière d'un médecin, surtout dans une science comme le cancer, où on ne sait pas tout, qui est ce moment où vous avez encore assez d'optimisme pour y croire à chaque malade. Et vous avez assez d'expérience pour être bon, pour donner le maximum de chance à chaque malade. Après, il s'avère que les échecs peuvent contribuer à vous faire moins croire, et donc moins essayer, et donc moins donner de chance. C'est l'histoire. Moi, je me bats avec les jeunes internes aujourd'hui, parce que souvent, ils pensent que ça vaut pas la peine, le taux d'échec est tellement grand dans cette maladie avec ce traitement, on a 2% de chance. Oui, mais si vous êtes dans les 2%, ça vous fait 100%. Il faut quand même acheter un ticket pour gagner au loto. Hein. Donc voilà, il y a un moment où sans doute j'y croirais moins, et moi aussi je dirais ça vaut pas la peine. Mais pour l'instant, je suis pas dans cette phase. Qu'est-ce qui vous fait courir dans la vie alors, professeur ? La recherche du bonheur. Vraiment. Vous la trouvez ? Je la trouve beaucoup, et je dirais de plus en plus auprès de mon épouse, auprès de mes enfants, auprès de mon équipe. Et dans le regard que je peux porter sur ce que j'ai fait, puisque j'arrive maintenant presque à la retraite, et je pense que voilà, le devoir accompli. C'est une affaire d'amour finalement. Complètement. D'amour de la vie, de détestation de la mort, de détestation de la souffrance, que les gens confondent avec la douleur. Alors ils ne s'engagent pas, ils font une prescription d'un antidouleur, et c'est vrai que la douleur passe. Est-ce que la souffrance est passée ? Je ne suis pas sûr. Et la souffrance, ça se traite par justement, la souffrance et la noirceur. Il y a souffrance quand il n'y a plus d'espoir. Et donner de l'espoir à quelqu'un, encore une fois, quelle que soit la nature de cet espoir, il n'y a pas que la guérison, c'est réduire la souffrance. Donc lutter contre ça, ça a été le combat de toute ma vie, et ça continuera de l'être jusqu'à la fin de ma pratique.